Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'En voiture sur les ondes de TVME. Cette semaine, nous allons avoir quelque chose d'un peu spécial comme reportage parce qu'on ne fait pas ça régulièrement. Nous allons faire l'essai d'une voiture que je considère plus qu'intéressante. On a parlé beaucoup de voitures électriques cette année. Je pense que c'est une tendance lourde et on continue. On a fait l'essai de la Bolt avec la participation du concessionnaire Thibault Automobile de Sherbrooke, qu'on remercie beaucoup. Vous allez voir, c'est un essai quand même qui a duré qui était assez long, avec beaucoup d'informations qui nous ont été données. Donc, on va écouter ça ensemble. Mais en premier lieu, on va faire un peu le tour des rumeurs et nouvelles, ce qui s'est passé dans l'actualité automobile qui a retenu mon attention. Premièrement, le Conseil régional d'environnement de l'Estrie a lancé un programme d'électrification des transports corporatifs qui s'appelle Ici propulser l'électricité, qui permettra à une quarantaine d'entreprises de la région de Sherbrooke et Quaticook de participer à un programme d'essai d'un véhicule au niveau corporatif, de véhicules électriques. Ils ont eu la collaboration de Nissan Sherbrooke, Kia de Sherbrooke et JN Auto de Richmond, qui vont gracieusement prêter pendant une semaine à certaines entreprises qui sont intéressées par le projet à faire l'essai d'un véhicule électrique. C'est ça. Donc, ils vont se raccorder au réseau électrique local. Hydro-Sherbrooke s'engage aussi à offrir un rabais de 500 $ aux entreprises sherbrookoises qui participent et qui décideront d'installer une borne chez eux. Donc, le programme n'est pas juste pour les essais. On va un petit peu plus loin. Je pense que c'est une belle initiative pour faire connaître les véhicules électriques sur des bases corporatives et ça peut être une utilisation vraiment intéressante parce que souvent les entreprises qui fournissent un véhicule automobile à leurs employés, c'est pour de courts déplacements. Fait qu'il y a de très bons véhicules à court déplacement qui sont sur le marché, donc belle initiative que je tenais à souligner. Dans les rumeurs et nouvelles, il y a Yamaha qui devrait dévoiler une voiture sport au Salon de Tokyo. Ce sera un petit véhicule, on parle de 900 kg ici, avec un moteur central, 3 cylindres de 1000 cc turbo, moteur probablement techniquement un peu dérivé de ce qu'ils utilisent déjà dans leur motoneige, un 1000 3 cylindres, ils en ont déjà. Pas de turbo dans le cas du 3 cylindres. Oui, il y a un turbo aussi dans le cas du 3 cylindres, évidemment. Donc, ça peut être très, très intéressant. Vous allez voir les photos. C'est un peu la même grosseur qu'une Lotus Elite. Il y a quelques photos ici, là, l'intérieur, l'extérieur. On voit que c'est très racé, mais il ne faut pas oublier que c'est une petite voiture, grosseur d'une Mini Cooper ou quelque chose du genre. Mais une petite voiture sport, ben, c'est intéressant. Et ce qui est nouveau, c'est Yamaha. Yamaha a déjà contribué avec Ford à développer des moteurs au niveau automobile. Par contre, ce serait la première fois que Yamaha produirait une auto. À voir l'auto un petit peu exotique, on peut s'imaginer que même si elle est petite, le prix ne sera peut-être pas un prix de modèle de base, mais ça demeure très, très, très intéressant. Il y a une nouvelle version électrique aussi de Hyundai Kona qui va faire son début au Salon de Genève au mois de mars. Et Hyundai s'est engagé à dévoiler 15 nouvelles voitures électriques d'ici 2020. Donc, ça va être surveillé aussi. On voit là que les nouvelles que je vous rapporte graduellement, les manufacturiers s'engagent très, très, très profondément dans l'électrique, même si c'est un peu à contre-courant de la politique américaine de M. Trump. Je pense que les manufacturiers au niveau mondial ne laissent pas leur place. Par contre, j'ai justement ici M. Sergio, comment il s'appelle déjà, M. Sergio Marchionne, le président de FCA, Fiat Chrysler Automobile, qui dit pas convaincu que la solution des véhicules électriques, c'est aussi propre qu'on le pense. Premièrement, il dit que ça prend beaucoup d'énergie fossile pour produire les véhicules, produire les batteries. Il n'y a pas tout à fait de tort, évidemment. Il s'interroge beaucoup sur le recyclage de ces batteries-là à terme. On sait ce que Tesla fait, les batteries d'automobile dans une Tesla à échéance, dans 10 ans, ou mais que
ils soient en dessous d'un certain pourcentage, ils vont être recyclés en batterie domestique. C'est-à-dire, si chez vous, vous avez des panneaux solaires, vous accumulez l'énergie, ben vous avez de la place dans votre sous-sol pour mettre plus de batteries, mais avoir des batteries qui sont à 70% de leur efficacité, ben t'en mets deux de plus, puis t'es correct, là. Puis ils vont être vendus pas trop cher parce que c'est des batteries qui auront déjà servi. Mais au-delà de ça, on lui redonnera peut-être un autre 10 ans, mais qu'il y ait 20% d'efficacité, bien, personne ne va en vouloir. Donc, à terme, éventuellement, il faut trouver des solutions de recyclage de ces batteries-là. Ça va arriver un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc, M. Marchionne se questionne là-dessus. Il n'a pas tout à fait tort. Et où ce que le bas blesse aussi aux États-Unis, c'est quand on produit de l'électricité pour les véhicules ou pour les maisons, quand on produit de l'électricité avec des carburants fossiles, que ce soit du charbon, que ce soit du pétrole, évidemment, le total de tout ça, ça fait une voiture plus propre en ville où ce qu'elle fonctionne. Mais sur l'échelle de la planète, on n'est pas nécessairement gagnant. Disons que c'est sûr qu'il peut avoir ce discours-là, M. Marchionne, parce qu'il y a une compagnie qui n'a pas beaucoup de véhicules électriques puis qu'il n'y en a pas dans les cartons déjà d'annoncer. C'est bien Chrysler et Fiat. Ils ont bien la petite 500, Fiat 500 qui est disponible sur certains marchés électriques. Ils ont une version de la Pacifica qui est une Econoline, là, mais très diffusion vraiment, vraiment limitée. C'est un hybride, mais ça semble intéressant, mais je pense qu'on n'en a pas vu beaucoup non plus sur le marché. Donc, ça explique probablement pourquoi que M. Marchionne a ce discours-là. Il y a aussi deux photos scope de la nouvelle Corvette 2019 qui s'en vient, 2019, donc on peut s'attendre en mi-2018 à un dévoilement. C'est pas même un petit peu avant, parce que si on regarde les photos avec le camouflage, on voit que le véhicule, il semble quand même avoir pris toutes ses formes et être prêt. Ça ne veut pas dire que la Corvette qu'on connaît actuelle va sortir du marché. Non, il y aura deux Corvettes pour le moment. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Une avec moteur central, l'autre avec le moteur avant traditionnel, basé sur celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu surprenant parce qu'au fil des années, ceux qui ont suivi un peu le développement de la Corvette, c'est arrivé à maintes reprises où on disait « Ah, la prochaine Corvette va avoir un moteur central. » Oh, et où finalement, ça ne voyait jamais le jour. Cette fois-ci, ça semble extrêmement sérieux. On dit qu'on va se rendre à terme avec ce projet-là. Fait qu'on voit ici le conducteur pilote qui avait peut-être une petite fringale puis est allé chercher un burger, c'est chez McDo. Okay, ça veut dire que même les gens de Corvette, il faut qu'ils mangent aussi. J'ai deux prochaines informations qui sont un peu pas directement reliées à l'automobile, mais bien à l'électrification des transports. Je trouvais ça intéressant. C'est BMW qui a présenté un vélo à assistance électrique. On a vu ça dans nos reportages du Salon de Montréal. Ça devient très populaire. On parle ici de 3 400 €. C'est un vélo traditionnel avec une suspension sur la fourche avant, mais ce que je trouvais exceptionnel, c'est de voir que BMW s'intéresse au vélo. C'est quand même un peu surprenant. J'en ai un deuxième ici, exactement du même type. C'est un Yamaha, mu par la récente motorisation PWX. Ça fait déjà un petit bout de temps que Yamaha a annoncé qu'il rentrait dans le domaine du vélo. Je pense que sur certains marchés, ils sont même disponibles. Donc, on s'aperçoit que des constructeurs qui sont des compagnies de véhicules moteurs s'intéressent aux vélos assistance électrique. C'est un engouement qui est nouveau. On verra jusqu'où ça va les mener, mais ça fait une compétition nouvelle dans ce segment de marché-là. Il y a Alfa Romeo qui a déposé une demande de trademark aux États-Unis pour le modèle Giulietta. C'est un modèle très connu en Europe, particulièrement aussi en Italie, évidemment. Donc, si on demandait le dépôt des droits réservés sur ce nom aux États-Unis, on peut s'attendre d'une commercialisation prochaine, là, probablement au cours de l'année 2018, peut-être comme un modèle 2019. Nouvelle brève de Chine, je continue un peu à vous montrer que les Chinois, des fois, j'ai le feeling qu'il manque un petit peu d'inspiration. Là, on a présenté un modèle Landwind X7 qui a été présenté
Ce modèle-là, si vous regardez, c'est extrêmement similaire à un Range Rover Evoque. C'est incroyable, la similitude du design, ça en est un peu même choquant. La même chose pour l'autre modèle ici, qui est un véhicule électrique présenté par FAW, F-A-W, qui est un bon constructeur chinois, un gros constructeur. Mais on ne peut pas regarder ce véhicule-là et pas imaginer qu'on pourrait penser que c'est une Toyota, tellement la calandre avant nous fait penser à une Toyota. C'est un petit peu hallucinant, mais bon, c'est une voiture électrique. Beaucoup de voitures électriques en Chine en passant, donc ça fait partie des orientations du gouvernement là-bas. Mais moi, ce que je voulais surtout souligner, ces deux véhicules-là, c'est des copies. On dirait que les designers chinois manquent un peu d'imagination. C'est tout pour les nouvelles de cette semaine. On va regarder le reportage sur la Bolt, puis je vous reviens avec le mot de la fin. Je suis accompagné de M. Christian Thibault de Thibault GM de Sherbrooke. On est ici aujourd'hui pour parler puis faire aussi l'essai de la fameuse Chevrolet Bolt, un véhicule totalement électrique. Bonjour, M. Thibault. Oui, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content que vous ayez accepté de nous parler un peu de ce véhicule-là. Je pense qu'on est sur le point de partir. Par contre, au niveau du tableau de bord, c'est déjà très bien. C'est tout électronique. C'est une belle grande écran. C'est une nouvelle technologie. Aujourd'hui, là, on va voir les commandes de base, donc les commandes de chauffage de base avec quelques boutons. Pour le reste, tout se passe à l'écran. Dans la Bolt, on a un écran de 10,5 pouces, donc très grand. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être ça nous amène plus de possibilités au niveau visuel. Donc, on est capable de changer l'écran, la configurer comme on veut. Comme là, l'exemple que je peux donner, c'est qu'on est sur l'écran énergie. Donc là, ça montre notre façon qu'on consomme la batterie, dans le fond. C'est notre mode de conduite, les paramètres de température, ces choses-là. Là, présentement, il fait chaud dehors, puis on n'a pas la température n'est pas fixée, mettons, pour être optimale. Là, on est fixé au niveau confort, donc on n'aura pas des super statistiques électriques pour l'instant, mais juste pour démontrer comment ça fonctionne, c'est que là, on a justement gardé les réglages de température. Ça nous indique qu'on était à moins 1,8 de la moyenne. Donc, on n'est pas, ça ne nous aide pas beaucoup là, présentement sur notre consommation générale. OK, parce que tout est en fonction de optimiser la distance à parcourir avec le véhicule. Exact. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans un véhicule électrique, on a beaucoup d'aide justement à comprendre comment utiliser notre véhicule pour justement être plus efficace avec. Donc, les conducteurs de véhicules électriques s'amusent souvent à battre les statistiques. Ils se donnent des défis, exactement. Oui, il y a beaucoup de challenges par rapport à ça. Puis si on regarde d'ailleurs, là, présentement, notre moyenne, là, on aurait une autonomie de 343 km selon les paramètres là. Ça va continuer à descendre parce que là, on roule pas. On roule pas, puis on consomme sans la climatiser. Donc ça va baisser. On consomme, on roule pas, ça va baisser. Mais ça me dit que je pourrais aller chercher jusqu'à 430, par exemple, si j'étais efficace. Okay. Donc, si ma conduite est efficace, ma climatisation est efficace, on pourrait monter jusqu'à 430 km présentement. Mais 430 km, c'est quand même une bonne distance. Là. C'est énorme. C'est plus que Montréal-Québec. Oui, c'est un exemple qui frappe ici. Là. Oui, exact. C'est ça. C'était une bonne distance. Par contre, puis il y a toujours un par contre. Dans les véhicules électriques, la consommation d'électricité ou d'énergie ou notre distance totale diminue quand on fait de l'autoroute. Donc, c'est pas un véhicule que, si on roule, mettons, 118 sur l'autoroute, il y a bien des gens qui disent « Ah, moi, juste en bas de 120, c'est correct. » Bien, vous allez voir que ce chiffre-là va diminuer quand même pour la peine. Ça sera plus 430. Ça sera plus 430, c'est sûr. Mais, il y a des gens que, pour faire augmenter ce chiffre-là, là, vont réduire leur vitesse. C'est pour ça qu'on voit souvent des véhicules électriques rouler à 100 km/h pour faire une meilleure autonomie. Mais où est-ce que ce véhicule-là est vraiment efficace, c'est au niveau de la conduite en ville. Donc, on a des clients là, qui ont réussi à monter leur chiffre là, pas loin de 500 km, mais de conduite régionale. Donc, les routes secondaires, les conduites de ville. Puis, vous allez comprendre quand on va conduire comment le véhicule se comporte, pourquoi que ça aide à faire ça. Ouais.
par contre, si dans mon trajet que j'ai à faire, c'est Sherbrooke-Québec, j'ai pas besoin d'aller me chercher un 500. Là. Non, ça n'arrivera pas. Non, mais je profite de ma voiture parce que le coût d'électricité, tu sais, souvent une voiture qui va consommer beaucoup d'essence, on fait attention parce qu'il y a un coût. Mais au niveau du coût électrique, une recharge, ça coûte pas cher. Là. C'est exact. Il faut faire attention dans le sens que le coût par kilomètre parcouru sur un véhicule électrique va être un petit peu plus qu'un sous le kilomètre. OK? Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est minime. Mais ça, c'est selon les paramètres d'Hydro-Québec quand on est capable de charger à la maison. OK. Donc, il y a ça. Si on va dans des bornes extérieures, donc quand vous avez parlé d'aller à Québec, c'est un véhicule fait pour ça, est capable d'aller à Québec, on recharge là-bas, on s'en revient, c'est fini. On a des charges rapides, même on peut brancher sur une charge à peu $, de l'heure. Après ça, on arrête à Drummond sur une charge rapide. On peut charger en 20 minutes, nous donner tout près de 100 km d'autonomie. On revient à Sherbrooke, c'est fini. C'est des possibilités qu'on a, mais ces charges-là vont occasionner certains coûts. C'est un petit peu plus cher. Un petit peu plus cher qu'à la maison. Exact. Mais c'est quand même loin du pétrole. C'est quand même très loin du pétrole. Très loin du pétrole. Là. Le gros avantage de ce véhicule-là, c'est que dans les déplacements quotidiens, on est toujours à un sous le kilomètre sans se casser la tête parce que c'est rare que quelqu'un, de façon quotidienne, va rouler plus que 300-400 km. Exactement. Comme nous, on est de la région de Valcourt. Ben oui. Quand on est autour de Valcourt, c'est pas pire. On va venir à Sherbrooke, aller-retour, ça va être ça. Là. Ben c'est souvent ça, nos commissions, les gens qui écoutent TVME, on est dans ce range-là. C'est ça. Fait que c'est des petites commissions, c'est des petites distances qui vont faire que vous allez être correct amplement avec un genre de véhicule comme ça. Gros avantage, c'est quand on ne dépense pas toute la batterie à tous les jours. Fait que les gens, des fois, ils disent comment ça coûte une pleine charge. Mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça dépend du kilomètre parcouru. C'est ça. Donc, si on parcourt 70 km dans la journée, votre charge n'aura pas coûté bien cher. Absolument pas. Ça va coûter peut-être 80 cents. Okay. Environ. 80 cents, ouais, c'est ça. Il n'y a pas une grosse goutte d'essence pour 80 cents aujourd'hui. Non. C'est ça le gros avantage de ce genre de véhicule-là. OK. Donc, pour revenir à l'écran, je vais aller à l'écran qui est l'écran de base. Donc, voyez-vous, l'écran qu'on avait tantôt d'énergie a été diminué. J'ai mon écran de chargement, j'ai mon écran radio, j'ai mon écran téléphone. Okay. Donc, c'est configurable, cet écran-là. Pour le bien de la cause, je veux dire, je ne ferai pas de grosses démonstrations au niveau électronique. On va se concentrer plus sur les capacités du véhicule, la conduite. Exactement. Donc, ce qui est le fun, on a un levier ici qui est électronique. Donc, c'est un peu, on appelle ça, excusez le terme anglais, mais un joystick. Donc, on le bouge. C'est seulement électronique, il n'y a pas de connexion mécanique. Okay. On a un petit bouton ici, on le met en mode D. Puis, en mode D, on est en mode conduite normale. Voyez-vous, le L est apparu sur le bras de transmission. Il n'était pas là tantôt. Il n'était pas là tantôt, oui. C'est ça, regarde. Quand on le met sur le parc, c'est le parc qui apparaît. Là, je le mets sur le D, le L apparaît. Puis là, on va conduire en mode L. Bon, mode L, ça veut dire c'est conduite à une pédale. Donc, je peux conduire seulement avec la pédale d'accélérateur. OK, je ne toucherai pas au frein. Vous avez ça là-dessus aussi? Oui. OK, je m'excuse, mais j'avais lu que la livre avait ça, mais je pensais que c'était unique. Là. Pas du tout. OK, donc on peut accélérer et même freiner. Oui. Donc, c'est un peu le même principe pour les gens là, qui ont déjà opéré un tracteur. Oui, bien sûr, je m'en allais faire le parallèle. Là. On a tout le temps de pression sur la pédale. Oui. C'est la même affaire avec ça. Donc, on conduit, on garde une pression. Puis quand on veut ralentir, on relève le pied graduellement, puis le véhicule va ralentir graduellement. Puis jusqu'à un arrêt complet. Lors du ralentissement, on a une certaine recharge de la batterie. Exact. C'est ça l'avantage de cette conduite-là, c'est qu'on va pouvoir faire des meilleures statistiques. OK. Donc, on va essayer ça. On va se promener. Donc, là, vous allez voir. Là, en ralentissant, là, je garde toujours une pression sur la pédale d'accélérateur pour permettre d'arrêter le véhicule. Regardez, là, je touche à rien. Le véhicule est en arrêt complètement. Vous n'avez pas touché au frein? Du tout. Mais le pédale de frein est toujours là. Toujours là. Oui. Si jamais, par exemple, il arrive quelque chose en état de panique, même vous êtes sur ce mode-là, vous touchez au frein, il va fonctionner. C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est juste que même si je garde pas assez de distance avec l'autre véhicule, puis je prends pas la peine de ralentir graduellement, ben là, ça freinera pas d'un coup. Là. Ça freine graduellement. Donc, si j'ai mal
prévu ma distance de freinage, je vais être obligé d'utiliser la pédale de frein. Pédale de frein, OK. Au niveau de l'aide à la conduite, est-ce qu'il y a des choses, genre j'ai seulement le terme anglais, là, le cruise control adaptatif, okay. Est-ce des choses comme ça sur cette voiture-là? Bien, présentement, cette année, il n'est pas disponible. OK? Au niveau d'aide à la conduite, on a les avertisseurs d'angle mort, on a les détecteurs de ligne, puis aussi le maintien sur la ligne. Donc, ce que ça fait, c'est quand on s'approche d'une ligne, le véhicule va détecter, puis il va nous ramener, il va tourner le volant graduellement pour nous ramener à l'intérieur de la voie. Donc, ça, on a ça sur ce véhicule-là. On a même une première dans l'industrie, c'est notre rétroviseur avec caméra. Donc, on a le choix d'avoir un rétroviseur normal, on voit M. le caméraman, puis quand on flippe ça, on tombe avec un rétroviseur avec caméra. L'avantage de ça, là, vous voyez pas l'avantage parce que là, le véhicule est vraiment proche. Oui. En roulant, ça aide aussi pour les angles morts parce que c'est une caméra à 180 degrés. Donc, on voit vraiment le coin du pare-choc. L'autre auto va être dans le coin du pare-choc arrière. On va le voir encore. Ça veut dire qu'avec ça, on n'a presque pas d'angle mort. Presque pas, exact. Même si on a un avertisseur d'angle mort aussi, mais au moins, là, on le voit. Là. On voit que quelqu'un nous dépasse graduellement. Vous allez voir tantôt. Les véhicules électriques, c'est des véhicules qui ont beaucoup de coupe parce qu'il n'y a pas de transmission. Exactement. C'est un véhicule qui est instantané. Donc, c'est plus le couple qui est impressionnant que d'autres choses. Puis on va le voir au niveau de l'accélération. Même si ce n'est pas des véhicules qui sont conçus pour ça, c'est quand même par défaut, ils sont comme ça. C'est très puissant. C'est ça. Un moteur électrique donne son plein couple à 1 RPM en partant, ce qui est loin du cas pour un véhicule à essence. C'est pour ça que les gens sont souvent très surpris de la puissance que ça peut dégager. C'est un véhicule qui est spacieux, qui est haut. On est assis un peu plus haut qu'un véhicule à... Regardez bien l'accélération. On va le... voyez-vous, là, comment, pour rentrer sur une autoroute, comment c'est facile. Oui. Un coup d'accélérateur, 90 km/h ou presque, c'était très, très, très rapide. Puis c'est une zone qui est très propice à justement, là, on n'arrive pas vite, puis il y a du monde qui roule. Oui, puis regardez le miroir, là. Regardez la voiture, on la voit, puis elle est déjà dans notre côté. On la voyait dans le rétroviseur. Ouais, je vais regarder. Elle est déjà arrivée. Regardez bien la prochaine. Là. Regardez dans le rétroviseur, elle est ici à côté. On la voit tout de suite. C'est quand même très, 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 très bien. Efficace. Puis j'ai remarqué à l'accélération aussi, ça l'accélère, il n'y a pas de changement de vitesse, on ne change pas de... À un moment donné, une voiture automatique, même les meilleures transmissions, on sent un peu que ça change de vitesse, donc ça relâche, ça revient. Là, c'est vraiment constant. Là. Je régénère présentement 16 kWh. OK, le petit compteur dans le coin, il vous dit comment vous régénérez. Quand il est en vert, on régénère, puis quand il est en jaune, on dépense. OK. Donc, si je le mets, il y a un petit logo aussi qui nous indique là, quand on est en mode récupération. OK. Un petit logo qui tourne. Puis, vous allez voir, quand je vais ralentir là, un petit peu plus fort, vous allez voir la régénération va être beaucoup plus présente. Donc, ce que je disais aussi, c'est un véhicule qui est spacieux, qui, si on compare avec un véhicule hatchback là, similaire, je ne sais pas, peut-être c'est à peu près la même grosseur que la Cruze chez vous, un petit peu plus petit? Oui, c'est différent parce que c'est ça, c'est un véhicule qui est, je dirais, dans la catégorie, ça fait drôle à dire, mais catégorie camion. Tu sais, comme les sports utilitaires. Oui, un genre de... C'est un mini SUV, là, tu sais. Oui, parce qu'on est assis plus haut, on le sent, là. Il y a plus d'espace pour la tête, on est assis plus haut. Mais en largeur, c'est pas un véhicule qui est très gros, là. Je me suis aperçu qu'il y avait quelques réservoirs de réfrigérants. Donc, il y a plus qu'un système, il y en a pour la batterie, pour les... Exact, c'est ça. Fait que c'est un système qui est complet à ce niveau-là pour que le véhicule, parce que les batteries, l'efficacité d'une batterie, comme là, présentement, là, on est dans une bonne position pour une batterie efficace. Même si là, on demande un peu plus fort pour la climatisation. Ça, je vais changer un degré, ça va aider. Mais la batterie, là, autour de 25 degrés, c'est là qu'ils vont être le plus efficaces. Par exemple, quelqu'un qui a un véhicule comme ça, qui n'a pas nécessairement un garage chauffé, l'hiver, c'est quoi l'impact sur la performance le garage chauffé n'a pas tant d'impact que ça, parce qu'en étant branché à la maison, on peut préchauffer le véhicule. Donc, ça va prendre l'énergie de la prise de courant. Ça ne prendra pas l'énergie de la batterie. Ça va aider à tempérer la batterie aussi avant qu'on utilise le véhicule. Donc, le fait que quelqu'un n'ait pas de garage chauffé, c'est pas un impact qui est
qui est si grand. Ça vaut à peu près combien? Bien, le prix de départ, c'est 45 000 plus les taxes, moins la subvention de 8 000 du gouvernement. Les taxes sont mis un coup que on ne paye pas les taxes à subvention, j'imagine? Non, mais ça, la subvention apparaît après les taxes. Apparaît après, OK. Oui, donc, on paye les taxes à subvention. Mais le gouvernement n'est pas... c'est pas des fous. C'est pas des fous, OK. Donc, c'est 45 000 plus les taxes, moins le 8 000, OK. Et, les gens, là, idéalement, là, ceux qu'on va voir les meilleures statistiques au niveau de économie de coût, c'est ceux qui font, mettons, plus de 20 000 km par année, puis souvent dans la journée, des 80-90 km dans leur journée d'utilisation. Eux économisent énormément. Donc, ils peuvent, on regarde dans leur échelle de coût mensuel, puis ils vont avoir l'équivalent en coût, parce que là, il y a un autre véhicule qui fait cette distance-là, il va avoir des coûts d'essence, que lui, il n'a pas des coûts d'entretien, on calcule tout ça. Donc, on arrive souvent là avec un véhicule comme, pour rivaliser avec ça, de 26-25 000 $. Quelqu'un qui fait au-dessus de 20 000 kg, puis beaucoup de 80 km, puis pas beaucoup de 300-400. OK. Fait que quelqu'un qui a un mix comme ça, on va rivaliser avec un véhicule d'à peu près de 26-27 000 $ en équivalence. OK. Puis je vais vous dire, quand on fait essayer un auto de 26 000 $, où on dit aux clients, allez magasiner là, partout, là, vous avez un budget de 26 000 $. OK. Essayez toutes les autos qui font votre affaire à 26 000 $. Puis après ça, dites-moi comment vous avez aimé la conduite de l'auto de 26 000 versus celle-là. C'est sûr que... les gens, ils disent tout, non, on aime bien mieux celle-là. Okay. Mais à la fin, il vous revient à peu près le même coût. Là. Oui, c'est ce véhicule-là versus un auto de 26 000 $, ça revient à peu près à la même chose sur une utilisation d'environ de 4 ans. C'est le premier véhicule qui est apparu sur le marché avec une batterie de 60 kW, capable de faire près de 400 km d'autonomie, abordable à 45 000, c'est le premier. Les premières commandes de mémoire, c'était novembre ou décembre, les premières commandes officielles qu'on a fait l'année passée, donc ça n'a pas tout à fait un an. On a eu, à date, on était à 47 clients qui ont laissé un dépôt pour commander une voiture. On n'a pas 47 livraisons de fait encore, mais je dirais autour des fêtes, là, on va quasiment en avoir 47, là, parce qu'on a plusieurs qui s'en viennent. Donc, c'est un véhicule qui est très populaire. Moi, selon moi, s'il n'y avait pas eu des gros délais d'attente au début, j'aurais peut-être pu doubler ce chiffre-là. Je n'aurais vendu 2 fois plus. Okay. Mais il y a des gens qui disaient, au début, on a eu des temps d'attente de près de 6 mois là, autour de ça. Donc, ça l'a quand même freiné les ventes à cause du délai d'attente. Là, présentement, je vous dirais, on est environ à 3 mois de délai, qui est conventionnel. C'est assez conventionnel, 3 mois. Oui, pour une commande, c'est assez conventionnel. Par contre, je vois pas encore les prochains jours où je vais en avoir plein en stock que les gens vont pouvoir choisir. J'aime mieux la bleue ou la blanche. J'aimerais ça. Dans un monde idéal, ça serait ça. Mais peut-être dans un an. Moi, je dirais peut-être à l'automne prochain, on va commencer à en avoir des stocks parce que, comme au Québec, on est des bons vendeurs de véhicules électriques. Là, les arrivages augmentent présentement. C'est le but de notre émission aujourd'hui, c'est d'informer les gens sur ce véhicule-là qui est exceptionnel, avec son prix, avec ce qu'il nous offre. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous le présenter. Ça fait plaisir. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. J'espère que ce reportage vous a plu. C'est vraiment un véhicule intéressant. Je pense que dans les véhicules électriques, disons, encore abordable, mais quand même dispendieux, mais abordable. On n'est pas dans 100 000 $. La Bolt devient un excellent choix. C'est une belle voiture complète. Hein? Vous avez vu tout ce qui est possible de faire avec ça. Et même, je pense qu'on n'a pas toutes vu les possibilités de l'ordinateur de bord. Avec l'écran, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Fait que sur ça, soyez prudents si vous prenez la route. Soyez vigilants si vous faites un achat d'automobile. Il y a beaucoup de bonnes voitures, mais il faut avoir une voiture bien adaptée à ses besoins. Sur ça, à la semaine prochaine.